Alors, j'ai pas commencé à proprement parler par la batterie. J'ai commencé par les percussions classiques. Moi, je suis rentré au conservatoire de Montpellier, j'avais 7 ans. Et j'ai commencé mon cursus d'apprentissage dans cette option-là, qui est l'option des percussions classiques. Donc, il n'y a pas vraiment de cours de batterie. Les cours de batterie sont arrivés un peu plus tard, moi, dans mon processus d'apprentissage. Et donc j'ai eu au tout début de mon enseignement un prof qui s'appelait Marcel Joran, qui lui était soliste à l'époque à l'orchestre de la radio à Paris et qui était descendu à Montpellier pour finir tranquillement sa carrière de musicien et passer par l'enseignement. Donc j'ai eu ce maître qui a écrit des méthodes de percussion classique, de caisse claire notamment. Donc j'ai vraiment suivi cet enseignement très, comment dire, très protocolaire, très technique. C'est-à-dire que les premières années, tu fais pas autre chose que de la caisse claire, des rudiments. Donc je viens vraiment de cette école-là, de la musique classique. Et ensuite, effectivement, il y a un autre prof qui est arrivé qui s'appelle Philippe Limoges, qui lui nous a fait passer un step dans sa vision et sa manière d'enseigner, que je salue au passage. Donc voilà, mon début, en tout cas d'apprentissage, a été fait par la musique classique et par ce biais-là. Et ensuite, je suis passé à la batterie un peu plus tard, au fur et à mesure des années, et j'ai pris des cours avec François Lézot au conservatoire de la Courneuve. Ça, c'est quand je suis arrivé sur Paris. Donc, on est en 2004. J'ai fait 1 an et demi au conservatoire de la Courneuve avec François Lézot. Et c'était très enrichissant. Voilà, c'était un bon moment, beaucoup d'échanges. Il n'y avait pas que le travail sur le kit, il y avait aussi ce que c'est la vie d'un musicien, puisque François joue beaucoup. Donc ça a été un enseignement différent et qui était effectivement plus porté sur la batterie. Donc voilà comment ça a commencé pour moi dès l'âge de 7 ans. Alors mon premier kit, c'était une Tama Swingstar, si mes souvenirs sont bons. Je me rappelle qu'à l'époque, elle était complètement déjà pimpée. C'était la batterie du batteur qui jouait dans le groupe de mon daron, de mon père. Et je crois qu'il avait changé de kit, donc mon père m'avait fait la surprise à l'époque de m'offrir cette batterie. Donc j'étais allé dans son studio à l'époque à Lyon et j'étais rentré dans la pièce, la batterie était montée, je devais avoir 6, 7 ans et j'ai commencé à jouer évidemment puisque j'en avais déjà très envie. Et puis je finis un peu mon jouage et mon daron m'annonce que ça sera d'ores et déjà, que ça sera dorénavant mon kit. Et je t'avoue que ça a été une très très belle surprise. Je l'ai gardé pendant un moment. Je l'ai revendu quelques années après pour pouvoir m'acheter autre chose. En tout cas, voilà, c'était une Tama Swingstar. Je me rappelle très très bien. J'ai beaucoup de sympathie pour cette première batterie. Et maintenant, je travaille depuis de longues années avec Yamaha. Je pense qu'on fête les 10 ans bientôt. Donc voilà, c'est une histoire qui dure. C'est une histoire qui dure parce que ça se passe bien, parce que je suis hyper bien choyé chez Yamaha France. Donc voilà, j'ai le plaisir de jouer plusieurs kits. Alors principalement, enfin pendant des années en tout cas, la Maple, avec l'hybride, la version hybride maintenant. Et puis là sur le kit sur lequel je suis actuellement, c'est une recording. Donc ça c'est mon kit pour Voice. Je suis en train de préparer mon kit pour la saison 11. Donc voilà, là je suis sur recording et en cymbale je travaille avec Meinl. Voilà, pour mon plus grand plaisir aussi depuis quelques années. C'est un son qui me va bien, qui me correspond bien. Il y a une palette sonore qui est assez large et identique sur toutes les séries. Donc je me plais beaucoup à travailler sur ce matériel-là. Ensuite, j'utilise des pots Remo, Black Suede, beaucoup, j'avoue. C'est un juste milieu qui moi, me séduit. Et en plus, à l'image, c'est plaisant parce que ça crame pas. Il n'y a pas ce côté peau blanche qui reflète beaucoup. Donc, c'est vrai que pour le travail à l'image, notamment sur Voice,
C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et depuis peu, je travaille sur les multipads Alesis, Strike Multipad. Voilà, donc c'est la gamme un peu complète du matériel que j'utilise. Et en baguette, je suis sur Big First. Je joue les Freestyle, une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui me correspond bien. Voilà, tout ça c'est du matériel, c'est des outils en tout cas pour nous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Alors comme je te disais, moi je viens du classique, donc j'ai fait une formation en fait qui s'appelle horaire aménagé, donc c'est une sorte de musique-étude, l'équivalent d'un sport-étude mais dans la musique. Donc on avait des heures dégagées de l'éducation nationale dès la primaire pour avoir du temps d'enseignement au conservatoire. Donc c'est-à-dire qu'en primaire, tu as 2 après-midi par semaine qui sont dégagés du temps de l'éducation nationale pour aller prendre tes cours au conservatoire. Au collège, ça passe à 3, me semble-t-il. Et ensuite, au lycée, tous les matins, tu as cours au lycée. Et ensuite, tous les cours sont dispensés l'après-midi au conservatoire. C'est pas option musique, c'est carrément un bac musique qui s'appelait à l'époque, en tout cas, le bac F11. Donc moi, je viens de ce cursus-là qui m'a permis d'avoir une formation professionnalisante très très tôt. Alors tout le monde n'est pas allé au bout de cette formation, mais enfin ceux qui sont allés au bout de ces longues années d'apprentissage et d'enseignement, pour la plupart évidemment travaillent dans la musique. Moi je suis issu d'une lignée de musiciens, c'est pas très exceptionnel, mais en fait c'est mon cas aussi. Donc mon grand-père était flûtiste, voilà, mon père est musicien aussi. Enfin, une grande partie de ma famille travaille dans la musique. Donc moi j'ai vraiment fait le cursus conservatoire jusqu'au bout, donc à la médaille, ce qu'on appelle la médaille, le prix que j'ai obtenu en 2004, donc au conservatoire de Montpellier. Et ensuite, comme je te disais tout à l'heure, je suis monté à Paris, j'ai pris quelques cours pendant 1 an avec François Lezo au conservatoire de la Courneuve. Et ensuite, c'est vrai que je me suis forgé un peu tout seul en observant, en écoutant, en regardant beaucoup de gens. C'est vrai que Paris, pour ça, est une ville quand même assez fantastique. C'est une ville de batteurs, comme je dis. Il y a quand même énormément de très très bons batteurs à Paris. Je me rappelle très bien quand je suis arrivé des premières jams au Caveau ou au Baiser Salé, où j'ai été fortement impacté par le niveau ambiant de toute cette jeune génération dont je fais partie. Il y a vraiment beaucoup de talent à Paris dans la batterie, je trouve. Alors, il y en a de partout ailleurs, hein, mais évidemment, mais Paris reste un catalyseur un peu voilà, des forces en présence sur le territoire. Donc voilà, mon parcours a été jalonné principalement de ça. Il y a eu quelques masterclass aussi au conservatoire à Montpellier à l'époque, dans une section de jazz qui avait été ouverte. Donc j'ai pu profiter de ça, même si je suis pas un jazzman à proprement parler, mais c'est toujours intéressant de s'intéresser à des styles qu'on connaît ou maîtrise moins, même si c'est pas des choses qu'on va exprimer plus tard, mais ça crée quand même un bagage, un langage et une notion de l'histoire aussi de la musique qui me paraît important, savoir d'où les choses viennent, qu'est-ce qui s'est inscrit, pourquoi l'évolution s'est faite de telle ou telle manière. Donc c'est vrai que j'ai profité aussi de tout ça. Et puis ensuite, bah, le parcours, il est assez classique, entre guillemets. Beaucoup de jams, beaucoup de rencontres dans cette jams parisiennes de musiciens que l'on croise et qui, par la suite, peuvent t'appeler pour des remplacements. Et puis voilà, petit à petit, le réseau se forge, tu rencontres d'autres batteurs, on s'échange un peu des gigs. Et puis voilà, les premières tournées arrivent. Moi, j'ai commencé avec Richard Gottener, pour ceux qui connaissent, les plus anciens. Ça a été ma première tournée musicale. J'avais fait d'autres choses dans le théâtre auparavant, mais en tant que tournée vraiment à proprement parler d'une personne qui a fait sa carrière là-dedans. Mon premier fait d'armes, ça a été la tournée avec Gottener. Pour ceux qui connaissent, voilà, il n'y a pas que le côté gaguesque, il y avait aussi une exigence musicale assez forte. C'était assez poussé, il fallait faire des chœurs aussi. C'était un répertoire que je connaissais pas du tout. Euh, et j'ai énormément appris sur ces 2 ans de tournée avec Richard et avec toute l'équipe de musiciens qui m'ont entouré et m'ont appris beaucoup.
Et en fait, l'apprentissage, il est permanent, quoi qu'il en soit. Moi, c'est ce que je me dis, c'est un peu un mantra. J'essaye d'apprendre un truc par jour. Je pense que c'est facile à faire, parce qu'il y a tellement de sujets qu'on ne maîtrise pas. Mais musicalement, en tout cas, essayer d'apprendre quelque chose une fois par jour, c'est toujours intéressant. Ensuite, je suis parti en tournée avec Imani, une chanteuse franco-comorienne. Donc là, c'était à l'international. C'était encore une autre manière de travailler, de vivre la tournée. Ça a été super enrichissant aussi. Ça a été deux très belles années à parcourir le monde avec des chouettes musiciens aussi. Voilà, une chanteuse qui a une vraie parole, une signature vocale assez incroyable. Donc une fois de plus, beaucoup d'apprentissage sur cette tournée, sur les cultures différentes qu'on a pu croiser. Ensuite, je suis parti avec Christophe Mahé pendant 2 ans. C'est à peu près les cycles normaux de tournée, c'est aux alentours de 2 ans. Pareil, énormément d'apprentissage à l'époque. J'étais encore jeune, j'avais encore plein de choses à apprendre que je ne maîtrisais pas. Et puis on se constitue aussi en tant que musicien au fur et à mesure avec les gens qu'on côtoie, l'exigence que ça requiert de jouer tous les soirs ce même répertoire. Et puis essayer de le réinventer, parce que Christophe, c'est quelqu'un qui aime bien que les choses évoluent et qu'on fasse pas systématiquement le même concert. Donc ça a été quelque chose de très ludique aussi pour moi. Donc ça a été pareil, une très belle expérience. Ensuite, je suis parti avec Frérot de la Vega à la suite de Christophe. Pareil, une très belle tournée humainement où on a rencontré des gens avec qui je continue à travailler, moi, dans mon autre carrière qui est celle de producteur, réalisateur d'albums. Donc il y a une famille un peu qui s'est instaurée du fait de cette tournée. Et voilà, j'ai commencé du coup à jouer avec eux et puis à mettre en place cette double casquette de réalisateur d'albums qui me poursuit maintenant depuis presque 6 ans. Donc, une fois de plus, encore une belle découverte et beaucoup d'apprentissage d'avoir monté ma structure avec un associé qui s'appelle Julien Grenier et d'essayer de produire des albums qui puissent convenir au label, aux artistes, de faire en sorte qu'ils soient le plus exposés possible et le plus en adéquation en tout cas avec ce que les artistes ont à dire. C'est ça notre travail de réalisateur, d'essayer de créer l'écrin pour eux. Donc voilà, et puis depuis bientôt 3 ans, j'attaque en tout cas la troisième saison. J'ai pris la suite pour la deuxième fois dans ma carrière de Jean-Philippe Fanfan. Et c'est toujours évidemment un bonheur et un honneur que de passer après lui. Et donc je suis sur The Voice Premium adulte depuis 2 ans et j'attaque cette troisième saison. Alors c'est encore un travail différent, c'est encore un apprentissage aussi. Et je suis une fois de plus évidemment encore entouré de musiciens fantastiques. J'ai quand même la chance de ça et je pense que c'est vraiment primordial d'être conscient de travailler avec des gens qui ont cette culture, qui ont ce talent-là. Et parce que Voice, ça requiert vraiment une habilité, en tout cas à jouer des styles vraiment très différents et à essayer de synthétiser ça dans un temps qui est très court. On a très peu de temps pour monter les morceaux, on a un volume de travail qui est assez conséquent, donc c'est vrai qu'il faut être concentré, il faut être curieux. Mais ça, je pense que c'est le travail d'une vie de musicien, d'être curieux. Et donc Voice m'a aussi enseigné, entre guillemets, ça, d'essayer de synthétiser, même si on ne maîtrise pas forcément, et quoi, j'ai pas du tout cette prétention-là. Tous les styles musicaux, mais en tout cas essayer de toucher du doigt les marqueurs qui vont faire qu'on va être juste. Et je pense que plus ça va, plus le propos, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est d'essayer de trouver la justesse dans le jeu par rapport à ce qu'on joue, par rapport à ce qu'on sert comme musique, le chanteur qu'on accompagne. Essayer de se placer vraiment comme une pierre à l'édifice et d'essayer d'élargir un peu son spectre pour trouver voilà, la justesse comme un comédien. Voilà, essayer de trouver la justesse. Je pense que c'est un axe de travail qui requiert, j'imagine, des années
En tout cas, moi, je me lance avec plaisir sur cette recherche-là et sur ce chemin. Si on prenait le temps, si on prenait le temps, parfois on regarde. Alors, ma pire et meilleure expérience, je pense qu'elle est liée, c'est une anecdote, hein, c'est pas un fait d'armes particulier, mais euh, dans mes jeunes années, je jouais à l'époque avec un groupe de cover, et on jouait sur une île, enfin ce gig-là était sur une île, l'île de Porquerolles. Moi j'habitais donc à Montpellier. Donc nous voilà partis avec le matériel, on prend le camion, on trace, on va jusqu'à la presqu'île de Gien. Effectivement, après il faut prendre un bateau pour rejoindre l'île et le gig qu'on avait à faire. Je crois qu'on jouait pour le Yacht Club, ou je sais plus, enfin un truc un peu comme ça, un peu institutionnel. Donc nous voilà arrivés, on charge le bateau, on décharge de nouveau sur l'île, on a un cross-load, on vient chercher notre matériel. Tout le monde s'installe, on sort chacun nos stuff. Évidemment, à l'époque, pas de backliner, hein, c'était encore ces années-là. Je commence à m'installer, tous les musiciens font de même. Et voilà, donc grosse caisse claire, machin. Tout mon kit se met en place, je monte mes pieds de cymbales et je cherche mon sac de cymbales. Je commence à chercher mon sac de cymbales. Euh, je le trouve pas, je retourne voir dans l'estafette qui nous avait amené jusque-là. Je le vois pas non plus. Je cherche un peu partout au milieu des fly. Je commence à discuter avec les autres musiciens pour leur demander s'ils l'ont pas vu ou aperçu. On me répond que non. Bon, après une demi-heure de recherche, j'arrive à la conclusion que mon sac de cymbales est resté à Montpellier chez moi. On est sur une île, il est 19h. Je pense qu'on joue une heure après. Me voilà évidemment très embêté, pas de batteur sur place, évidemment pas le temps d'aller faire un aller-retour, la ville la plus proche c'est Toulon. Donc j'ai deux tomes, une caisse claire, des pieds de cymbales mais pas de cymbales. Et c'était un groupe dans lequel je faisais des chœurs à l'époque. Et donc la balance commence et je commence donc à mimer et à faire des onomatopées de tous les métaux, c'est-à-dire le charlet, les cymbales avec la bouche. Donc en tss, pss, tss, voilà. Et on se rend compte que finalement, alors ça marche à peu près. Et n'ayant pas le choix, j'ai évidemment fait le gig. Donc je sais pas, on a joué pendant une heure et demie comme ça. Personne ne s'est absolument rendu compte de rien. Et du coup, évidemment, ça a été quelques crises de fou rire pendant le concert avec les autres musiciens. Mais voilà, on est arrivé au bout. Et du coup, ça en est devenu un de mes très bons souvenirs de cet oubli, en tout cas, comme quoi on peut toujours trouver une solution. Donc, je citerai cette anecdote avec joie pour raconter mon pire et mon meilleur souvenir qui sont finalement liés. Alors, mon batteur préféré, c'est compliqué, j'ai beaucoup d'influence. Moi, je suis pas je suis pas dogmatique en tout cas. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai grandi dans les années 90. Donc, il y a quand même quelqu'un qui, pour moi, dans son propos, en tout cas, qui m'a touché dans son propos, c'est Questlove. Amir Thompson, c'est le batteur d'un groupe qui s'appelle The Roots, euh, qui a une démarche de sampling, en fait, de jouer comme une MPC, de jouer comme un sample. C'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup parlé. Et c'est quelqu'un qui a aussi amené une subtilité qui n'existait pas, a priori, en tout cas à l'époque, qu'on a appelé le trinaire, donc c'est-à-dire cette manière de jouer un peu binaire et ternaire, de lier les deux. C'est quelque chose qui existe dans la musique en général depuis des milliers d'années, c'est séculaire. En tout cas, dans le propre jeu de la batterie, c'est quelque chose qui n'avait pas été développé. Donc j'ai été assez touché par le jeu de Questlove. Et après, j'ai plein d'autres influences. Euh, alors, la plupart Riken, j'avoue, je suis quand même pas mal séduit par ce jeu-là. Euh, donc voilà,
dans ce large panel, et je ne vais pas citer tous les batteurs qui m'ont influencé parce que vraiment il y en a pléthore. Mais si je dois en résumer un, en tout cas Questlove, c'est quelqu'un qui m'a vraiment amené quelque chose que je ne connaissais pas. C'est un peu comme quand tu vas dans un resto étoilé, que ton palais découvre un peu des saveurs, des textures et des goûts que tu ne connaissais pas. Je fais beaucoup d'analogies avec la cuisine. Je pense que la musique, elle est souvent liée à ça. Donc voilà, je dirais Questlove. Et ensuite, en ce moment, c'est pareil, réduire à un batteur, ça serait compliqué. Les réseaux sont tellement riches de mecs formidables. Euh, alors, il y en a un qui me remplit de joie, en tout cas à chaque fois que je vois des choses de lui. C'est un mec qui s'appelle Brody Simpson. C'est un Australien. Il a une démarche de jeu assez produite, euh, qui est peut-être une version 2.0 de ce qu'avait amené Questlove. Donc ce mec, Brody Simpson, me plaît énormément. Voilà, après il y en a d'autres, évidemment. Je suis toujours client des Chopper, des Eric Moore et autres et consorts. Mais voilà, j'avoue que le jeu de Brody Simpson me plaît beaucoup. Alors mes projets, oui, on peut en écouter certains. Moi j'ai un duo avec un ami musicien, pianiste, qui s'appelle Vincent Bidal. On a enregistré un album il y a quelques années de ça, sous cette forme duo, piano-batterie. Parce que ça a été notre histoire et parce qu'au final on s'est dit qu'on pouvait le faire, donc on s'est permis de le faire. Donc c'est un album qui s'appelle tout simplement Bidal Joutard, qui est écoutable sur les plateformes. On est en réflexion, en tout cas, pour essayer d'en faire un deuxième sous cette forme ou une autre. Voilà, donc ça c'est complètement écoutable. Et il y a un deuxième projet qui est le projet de mon associé qui s'appelle Julien Grenier. Le projet s'appelle Empire of Sound. C'est un projet d'hip-hop, hip-hop acoustique, en tout cas avec un groupe. Donc le premier album, Out of the Norm, est également écoutable sur les plateformes. Et le deuxième est enregistré. On a profité du confinement pour recorder un deuxième album qui aura une forme, une sonorité un peu différente. En tout cas, le premier est disponible, donc n'hésitez pas, si la curiosité vous prend, à aller écouter ces deux projets qui sont mes deux projets de cœur. Après, je participe évidemment à d'autres albums, mais qui ne sont pas des albums perso. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter et à soutenir la création. Ce petit mot aux élèves de la drumming school, moi je peux vous dire que ce qui est important c'est d'apprendre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'apprentissage, c'est une valeur pour moi qui ne s'arrête pas. C'est comme le travail, je pense que c'est des choses qui nous font évoluer, je pense que c'est des choses qui nous font grandir. Donc même si vous n'êtes pas destiné à faire ce métier-là, le temps n'est pas perdu, l'apprentissage c'est jamais perdu. La curiosité, c'est des choses qui pour moi sont importantes. Donc écoutez beaucoup, n'hésitez pas à travailler par mimétisme aussi, moi j'ai beaucoup fait ça. J'ai beaucoup joué sur des albums à l'époque quand j'avais pas de prof de batterie. J'ai beaucoup joué sur des albums que j'appréciais. Et c'est des choses qui m'ont fait évoluer dans mon jeu, dans ma frappe, dans mon son. Et essayer de trouver une personnalité, ça aussi c'est quelque chose qui est pour moi important. Mais pour ça, je pense qu'on peut aussi se calquer sur le son, les grooves des autres. C'est toujours quelque chose qui est intéressant. Donc n'hésitez pas à être curieux et à vous nourrir de ce qui existe autour de vous et à en faire quelque chose qui vous appartient et à tracer votre chemin par la suite. Voilà. J'espère que ça a été didactique pour vous. Et on se retrouve bientôt sur les routes, sur les albums ou dans la petite lucarne. Ciao à tous.